Le sujet de la session de ce dimanche est les 6 raisons du mariage. Et c'est un exemple que nous allons utiliser pour montrer à quel point l'instinct grégaire est répandu. Donc, lors de la session précédente, nous avons parlé de l'importance d'utiliser l'intellect, de ne pas laisser les désirs de notre esprit, de ne pas même laisser l'intuition prendre le dessus. Si vous vous souvenez de la dernière partie de la session précédente, nous avons même parlé de l'intuition, de l'instinct viscéral. Tout cela appartient à l'esprit. Et bien qu'il y ait une certaine pertinence, certains aspects importants dans l'esprit, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, notre intellect doit toujours rester clair. Alors, qu'est-ce que cet instinct grégaire? Cela relève également de l'esprit. Donc, si nous regardons notre schéma sur le corps, l'esprit et l'intellect, et c'est ce que nous faisons dans ces sessions, nous apprenons à mieux nous connaître. Nous apprenons à connaître l'anatomie de notre pensée. Et si nous comprenons comment fonctionne notre esprit et notre intellect, nous pouvons mieux exploiter et optimiser ces deux outils. Maintenant, si vous regardez du côté de l'esprit, c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière, et nous allons poursuivre notre étude détaillée pour essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit. Nous avons donc vu que lorsque l'esprit est envahi par un désir fort, il prend le contrôle de notre personnalité. Et même si nous essayons d'utiliser l'intellect pour raisonner et analyser, il résonne en vase clos. L'esprit prend l'intellect en otage et dit « Tu as intérêt à arriver à ce résultat. Donnez-moi des raisons pour justifier, étayer ce que je veux faire. » Nous ne réfléchissons donc pas clairement. Nous ne pensons pas librement. Mais il y a aussi les émotions qui provoquent cela. Intuition. Bien que l'intuition repose sur certaines connaissances et une certaine expertise, nous ne pouvons pas agir uniquement en nous fiant à notre intuition, car le contexte peut être différent. Et le sujet du jour, l'instinct grégaire. C'est quoi l'instinct grégaire, quelqu'un? Comment le définiriez-vous? Suivre les autres sans réfléchir. D'accord. Suivre les autres sans y penser, oui. Quoi d'autre? Trouver la sécurité dans le nombre? La sécurité réside dans le nombre, alors approfondissons cette question. Donc, généralement, quand on parle du troupeau, on fait référence aux animaux, à un groupe d'animaux. Et les animaux ont cet instinct de suivre les autres, mais les êtres humains ne sont pas exempts de cet instinct. Et tout comme nous avons certains instincts pour la survie de l'espèce, par exemple, le besoin de procréer, c'est un instinct qui existe pour assurer la continuité de l'espèce. Or, beaucoup de ces instincts que nous avons avec l'évolution, réévaluer et examiner, est-il nécessaire de simplement suivre l'instinct? Donc, si vous prenez l'instinct d'avoir des enfants, l'instinct d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, l'instinct est là. Mais avec l'évaluation, avec l'avancement de l'intellect, nous sommes capables de voir, est-ce pratique? Nous sommes déjà 8 milliards d'êtres humains. Et cette seule espèce cause tant de ravages au reste du monde. La planète peut-elle supporter encore plus d'êtres humains? Avons-nous vraiment besoin de suivre le rythme de l'envie de procréer? Et c'est là que nous avons compris qu'on pouvait avoir l'aspect plaisir sans nécessairement augmenter la population. Maintenant, de la même manière avec l'instinct grégaire, pourquoi existe-t-il? Et cela est à la fois inscrit biologiquement en nous, mais aussi émotionnellement. Et l'idée derrière cela, c'est que dans les temps anciens, être en groupe était nécessaire pour assurer leur survie.
si vous vous retrouviez seul, devoir affronter la fureur des éléments naturels ainsi que les attaques des autres animaux sauvages était un défi immense. Toutes sortes de conditions météorologiques, c'était difficile. Donc, être seul signifiait une mort certaine. Nous avons donc été programmés pour être des animaux sociaux. Et c'est dans ce groupe que résidait notre sécurité. Mais cela est aussi devenu émotionnel. C'est devenu une question d'approbation. À l'inverse, si nous devions nous éloigner du groupe, une personne pourrait-elle survivre? Si un cerf devait s'éloigner du troupeau, il aurait très peu de chances de survie, même un éléphanteau d'ailleurs. Cela a donc été intégré comme un instinct de survie. Maintenant, il nous faut examiner si cela est encore nécessaire aujourd'hui et ce que cela signifie de continuer à suivre le troupeau. Parce que c'est un facteur tellement puissant. Cela influence nos décisions, façonne nos croyances et une grande partie de cet instinct grégaire nous échappe même totalement. Bertrand Russell dit que peu de gens sont prêts à affronter la désapprobation de leurs semblables. Donc, pour prendre ce recul, et Bertrand Russell l'exprime de façon si belle. Il dit, pour prendre ce recul, êtes-vous prêt à supporter la désapprobation des autres? Parce que s'échapper du troupeau, c'est accepter l'isolement. Donc, en tant qu'êtres humains, si nous remettons en question l'efficacité de l'instinct grégaire, sa pertinence dans nos vies personnelles et ce que nous voulons accomplir, sommes-nous prêts à la possible isolation qui en découle, du fait de ne pas être d'accord avec nos pairs? Je sais qu'il y a un autre aspect, plus au niveau émotionnel, lorsque nous ne partageons pas les opinions de nos pairs, lorsque nous ne faisons pas ce que font les autres. Quelle est l'émotion ressentie dans ce cas? Je me sens rejeté. Je me sens rejeté. Ouais. Solitude. Le rejet et l'abandon. Être ostracisé. D'accord, nous nous sentons ostracisés, indésirables. Vous savez, on le constate dans de nombreux domaines. On le constate dans les cercles sociaux, on le constate sur le marché boursier, on le constate dans le domaine de l'information. Il y a le FOMO, la peur de rater quelque chose. Si tout le monde le fait et que je ne le fais pas, est-ce que je rate quelque chose? Même si nous avons déjà vécu cette expérience, nous en connaissons les limites, nous en connaissons les aspects positifs, nous en connaissons les inconvénients, rien que le fait que tout le monde y aille, que notre groupe de pairs y aille, on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais la pensée de rater quelque chose, la peur de rater quelque chose. Alors, qu'est-ce que cela requiert? Pour vous, au lieu d'avoir peur de manquer quelque chose, FOMO, vous avez la joie de manquer quelque chose, JOMO. Connaissez-vous JOMO? Joie de Est actuellement manquant. dehors. Le plaisir de rater quelque chose? De quoi avez-vous besoin pour vous réjouir de manquer quelque chose? Qu'est-ce qui est requis? Autonomie. Autonomie. Excellent. Quoi d'autre? Conviction. Conviction. Dans ce que vous avez décidé. Nous avons besoin de conviction dans ce que nous faisons, mais nous avons aussi besoin de cette autonomie ou de cette autosuffisance. Donc, si vous êtes indépendant, si vous avez la force de l'indépendance, vous n'avez pas besoin du troupeau, vous n'avez pas besoin du troupeau. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi nous voyons des animaux qui font preuve de ce genre de force. Le tigre n'a pas besoin d'être accompagné d'une meute, n'a pas besoin d'orgueil. Sa solitude tient à sa force. Mais il y a aussi l'aigle. L'aigle, on ne voit pas l'aigle voler en groupe. Pourquoi? En raison de sa force.
Et grâce à sa force et à son autonomie, elle n'en a pas besoin. Mais analysons. L'instinct grégaire est-il positif? L'instinct grégaire est-il négatif? Alors, quand on réfléchit aux conséquences possibles du fait de suivre le troupeau, en clair, ce qui arrive au troupeau vous arrivera aussi. Donc, si vous suivez la direction du troupeau, ce sera aussi votre destin. Parce que nous avons abandonné notre pensée indépendante. Donc, si nous décidons, et ce n'est pas vraiment une décision, car nous nous laissons influencer. L'une des options est de choisir consciemment. Donc, si vous choisissez consciemment de suivre les autres, vous y réfléchissez. Vous exercez votre intellect, vous analysez, raisonnez, jugez et décidez. Et vous dites, oui, c'est une bonne idée. D'autres y ont peut-être pensé, ils n'y ont peut-être pas réfléchi, mais cela a du sens pour moi. Donc, il ne s'agit pas d'être un rebelle ou de ne pas suivre ce que font les autres. La question est, abandonnez-vous votre réflexion aux autres ou analysez-vous de façon indépendante? Et vous pouvez être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez suivre, vous pouvez ne pas suivre, mais c'est évalué individuellement par votre intellect. Sans la pression de se soumettre à ses pairs, sans la pression de vouloir être approuvé, de vouloir plaire aux autres, et pour être assez fort pour ne pas céder à ses émotions, il faut comprendre à quel point l'instinct grégaire peut être dangereux. On peut observer ce phénomène chez les animaux sauvages, comme lors de la grande migration annuelle des gnous en Afrique. Plus précisément, ceux qui arrivent du Kenya, une scène impressionnante que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir. Plus d'1 million de gnous traversent le Sahara. Et Gita Paresh, si vous l'avez vu, alors vous avez toute cette immense masse de corps qui traverse le désert et ils arrivent à une rivière. Mais le problème, c'est qu'il y a des centaines de milliers de ces gnous qui avancent. Et ceux qui sont devant arrivent à une rivière qui n'est pas assez peu profonde pour qu'ils puissent la traverser. Et pourtant, on voit ces premiers instants. Ils entrent dans l'eau, se font emporter par la rivière. La tragédie, c'est qu'ils continuent à suivre. Et se font emporter par la rivière, cela prend du temps. Je ne sais pas combien de gnous se font emporter avant qu'ils ne s'arrêtent. De la même manière, l'auteur du livre La chute de l'intellect humain cite un exemple qui s'est réellement produit à plusieurs reprises. L'un d'eux a eu lieu en 2005. Pouvez-vous imaginer la scène? Une paix pastorale située sur une falaise, des moutons qui paissent, des conditions magnifiques et un mouton glisse, tombe de la falaise. Par la suite, environ 500 moutons suivent les uns après les autres, en sautant vigoureusement, tout à fait simplement, en bondissant vers la mort. 500 moutons ont sauté. Certains ont été sauvés. Vous savez pourquoi ils ont été sauvés? À cause des corps mous. En dessous d'eux. Mais c'est ça l'idée. Si nous abandonnons notre réflexion au troupeau, voilà à quoi nous pouvons nous attendre. Donc, si vous êtes américain et que vous adoptez une approche américaine des relations, moi d'abord, l'amour de soi, pas le grand soi, le petit soi, tout tourne autour de moi. Est-ce que tu prends soin de moi? Et si vous suivez cela dans vos relations, à quoi pouvez-vous vous attendre? Vous pouvez vous attendre à ce que le troupeau expérimente, c'est-à-dire quoi? Un taux de divorce de 55%. Donc, quelles que soient les conséquences de suivre cette voie particulière, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre dans votre vie. Il y a 55% de chances que si vous suivez cette voie dans vos relations, vous finissiez par divorcer.
De même, certaines cultures ont un fort taux d'obésité dû à leur mode de vie et alimentation. Si vous suivez ce modèle sans le remettre en question par habitude culturelle, vous risquez de devenir obèse. Vous suivrez le sort du groupe. Mais quelqu'un peut-il penser à des aspects positifs de l'instinct grégaire? Des aspects positifs? Nous n'avons jamais associé cela à du positif. Mais cela peut l'être. Si vous vous entourez de personnes qui réfléchissent bien, cela peut aussi avoir un effet sur vous. Oui, Ça peut, exactement. Comme les marathons, ça peut être des marathons collectifs, vous savez, quand tout le monde court en équipe. Est-ce que ce serait possible? D'accord? Ou quand, dans le travail d'équipe, il y a trop d'idées, alors vous pouvez progresser, avoir différentes formes de créativité, d'innovation. Vous savez, tout à fait. Il y a des aspects positifs dans le sens où nous n'avons pas forcément besoin de tout repenser. Et comme Paresh l'a mentionné plus tôt, il y a une sécurité dans le nombre. Donc il y a là aussi un aspect positif. Il y a aussi une certaine consolation dans la souffrance. Tellement de gens investissent là-bas. Si l'investissement échoue, nous perdons tous. Donc, il y a une certaine consolation dans la souffrance. Il y a donc quelques aspects positifs à l'instinct grégaire, comme le fait que nous n'ayons pas à tout réinventer. Le deuxième aspect, c'est la gestion de la foule, le contrôle de la foule, les gens qui suivent le mouvement. Et s'il y a un bon directeur, un bon leader, oui, vous abandonnez votre réflexion à ce leader. Mais c'est utile. Vous n'avez pas à y réfléchir. Beaucoup de dirigeants préféreraient que les gens ne réfléchissent pas. C'est tellement plus facile de diriger, mais je m'opposerai à cela. Et oui, la plupart des gens dans le monde n'utilisent pas activement leur intellect. Et c'est peut-être pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Mais si un leader, en présentant l'information, la réflexion derrière ses politiques, ses décisions, ses idées, et peut convaincre les gens de la raison de ses actions, il obtiendra une bien meilleure coopération qu'une mentalité de foule aveugle. Il y en a un exemple. Un texte que nous étudions, c'est l'oraison de Marc-Antoine tirée de la pièce Jules César de William Shakespeare. Et dans cette histoire fascinante, un groupe de conspirateurs déterminés se réunit et décide d'assassiner froidement le chef de l'armée très populaire, le grand commandant en chef, un homme qui était déjà tout à fait destiné à devenir le futur empereur. Jules César est mené par Brutus, qui était proche de Jules César. Les conspirateurs se réunissent, invitent Jules César au Sénat et l'assassinent. Ils le poignardent. Mais ils le font en l'absence de son ami, Marc-Antoine. Et, naturellement, la foule, parce que Jules César était un favori, il était aimé de tous, Brutus sort et prononce un discours enflammé où il présente cet assassinat de Jules César comme étant pour le pays, pour Rome. Et sa célèbre phrase, ce n'est pas que j'aimais moins César, mais j'aimais Rome davantage. Et toute la foule s'exclame, quel homme! Il a sacrifié son amitié pour César, pour nous. Et Marc-Antoine avance avec beaucoup de prudence. Et il demande la permission à Brutus et aux conspirateurs de prendre la parole lors des funérailles de César. Pour dire quelques mots à propos de son ami. Et l'erreur que fait Brutus, c'est qu'il permet à Marc-Antoine d'avoir une audience avec la foule. Et Marc-Antoine, habilement. Et nous l'étudions comme un exemple de grande objectivité. Parce que pouvez-vous imaginer que votre meilleur ami vient d'être tué, assassiné? Les émotions que vous ressentez, réussir à les mettre de côté pour comprendre le public
qui est devant vous et savoir comment s'opposer efficacement. Utilisez l'émotion du public et la vôtre pour canaliser cette émotion et orienter la foule dans une autre direction. Et à la fin de l'oraison de Marc-Antoine, il retourne la foule qui louait Brutus et traitait Jules César d'ambitieux, et il les amène à qualifier Brutus de traître ayant assassiné leur héros, Jules César. Voilà le problème avec la mentalité de masse, celle du troupeau. Comme elle ne repose pas sur la raison ni sur des preuves, il est très facile de faire basculer la foule. Et c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi, à l'ère des réseaux sociaux puissants, il suffit d'une influence médiatique suffisante pour diffuser un message particulier. On peut alors influencer la foule car il n'y a pas d'examen ou de vérification indépendante. On pourrait dire que si c'est utilisé à bon escient, cela peut canaliser les masses. Mais quand il s'agit de nous, devrions-nous vraiment confier nos vies au jugement des autres? Et si nous avons notre propre intellect, n'est-ce pas notre devoir d'examiner quel est l'objectif de l'autre personne? Quel est l'objectif de ce que je choisis de suivre? Et au contraire, choisir ce qui correspond à ce que nous voulons. Et la différence est flagrante, car si vous suivez l'instinct grégaire, vous ne vivez pas votre propre vie. Vous déléguez vos prises de décision, votre réflexion à d'autres. Alors, vous trouverez votre vie banale, ennuyeuse, routinière, parce que ce n'est pas votre décision. Et où voyons-nous cela? Si nous examinons lorsque nous sommes allés à l'école, est-ce que quelqu'un ici s'est demandé pourquoi il allait à l'école? La mère y est allée, le frère y est allé. L'oncle y est allé, la tante y est allée, le grand-père y est allé. Tout le monde va à l'école, donc j'y vais aussi. Et puis après l'école, le collège, l'université. Pourquoi le collège, l'université? La même chose. Frère, oncle, grand-père, tous vont à l'école et à la fac, donc j'y vais aussi. Ensuite, j'ignore la suite du processus. Je n'ai pas suivi le même parcours. Travailler et se marier. D'accord. Dans cet ordre, tu trouves un emploi. Pourquoi chercher un emploi? Pourquoi en ai-je besoin? Tout le monde en cherche un. C'est ce que nous devons faire. Rester dans le cycle, sur cette roue de hamster, ce tapis roulant de l'humanité que nous n'avons pas mis en place. Quelqu'un d'autre l'a fait. Ce n'est pas que j'encourage le chômage, mais il y a un groupe d'entre nous qui a choisi de ne pas prendre d'emploi. Faire du freelance, rendre service, et il n'y a rien de mal à avoir un emploi. Rien de mal à aller à la fac ou à l'école. Après le travail, on se marie. Pourquoi? Tout le monde se marie. Et vous pouvez le voir, surtout dans certains pays, lorsqu'une personne approche de la trentaine. C'est comme s'il y avait une date de péremption. Si je ne me marie pas avant 30 ans, que va-t-il se passer? Je leur ai demandé, que va-t-il se passer? Vous savez ce qui va se passer. C'est sûr, vous aurez 31 ans. Il ne se passera rien, mais ils ont l'impression que leur valeur sur le marché, leur désirabilité, leur éligibilité va diminuer dès qu'ils passent la trentaine. Alors, donc quoi? Saisissez la première personne qui dit oui. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'analyser le mariage comme un exemple d'instinct grégaire. Parce qu'il n'y a rien de mal au mariage, rien de mal à avoir des enfants, et toute la trajectoire que nous avons expliquée, c'est-à-dire école, université, travail, mariage, enfants, retraite, douleur et souffrance, mort. Tout au long de ce cycle que la plupart des gens traversent dans la vie.
À quel moment avons-nous remis en question avant d'entrer à l'université, avant de nous marier? Maintenant, tout le monde se pose la question après le mariage. Pourquoi me suis-je marié? Êtes-vous capable de vous interroger avant d'avoir trouvé quelqu'un, avant d'être tombé amoureux, avant d'avoir eu un enfant? Avez-vous fait l'analyse? Nous allons donc prendre le mariage comme exemple de la façon dont on peut suivre le troupeau. Ou bien on peut prendre du recul et voir si le mariage peut être une décision intellectuelle. Le mariage. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà mariés, d'accord. L'analyse a peut-être été faite ou bien l'absence d'analyse a aussi pu se produire. Repensons-y. Quels étaient nos facteurs déterminants? Était-ce l'âge? Était-ce la pression familiale? Était-ce la pression des pairs? Était-ce votre propre volonté? Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un à l'université. Vous continuez à aller en cours et vous vous croisez sur le campus. Salut, salut. Un café? Café. Un dîner? Dîner? Le dîner devient le petit déjeuner et le petit déjeuner devient un moment prolongé. On sort ensemble et puis on a l'impression que l'étape suivante, c'est le mariage. Quel est le problème ici? Parce que c'est à peu près la progression de la plupart des relations. Quel est le problème? Dans ce scénario. En regardant vos visages et en connaissant certains de vos parcours, je sais que c'est ainsi que certains d'entre vous ont rencontré leur partenaire. Quels pourraient être les problèmes potentiels? Peut-être chercher à se marier pour de mauvaises raisons? Chercher à se marier pour de mauvaises raisons. Plutôt que de chercher à se connaître soi-même. D'accord. Être en couple, bien sûr, ça aide. D'accord. La raison pour laquelle c'est un sujet important, c'est que le mariage est une convention sociale extrêmement puissante. Et nous ne le remettons pas en question. Et quand on regarde cette idée du mariage, cela ne semble pas suivre une tendance positive dans le monde. Nous constatons que le nombre de relations difficiles, de mésententes entre couples, le taux de divorce, tout cela est en augmentation. Les gens ont du mal à se comprendre les uns les autres. Et quand on parle du mariage, c'est unique parce qu'on choisit un partenaire pour la vie. C'est ça, l'idée. Pourquoi autant de mésententes? Pourquoi autant de ruptures? Et pourtant, il n'y a aucune analyse à ce sujet, ou alors aucune analyse qui en tient vraiment compte. Quels sont les principes qui provoquent la rupture dans la relation? Et peut-être que le point de départ aurait pu être sur quelle base la relation a-t-elle été décidée? Et si l'on passait plus de temps à découvrir quelles sont les raisons du mariage, tant de tensions, de peines de cœur et de maux de tête pourraient être évités. Donc, un aspect, c'est quand on est dedans. Et sans aucun doute, le Vedanta peut offrir de nombreuses lignes directrices, des principes et une compréhension des autres et de nous-mêmes pour faire fonctionner une relation. Mais nous n'avons pas forcément besoin de choisir les défis et la tension et le stress dans nos vies. Dès le départ, nous pouvons choisir quelque chose de plus simple qui complète notre vie.
Mais cela demande de prendre du recul, de s'éloigner de cette précipitation vers le mariage, de retourner l'objectif et de nous regarder nous-mêmes. Et quelle serait la question à poser? Vous voyez, même avec nos enfants ou avec les jeunes, tout le monde sait très clairement quel genre de personne il aimerait avoir à ses côtés. Et ils ont une liste. Ils disent « Oh, la personne doit être belle ». Certaines personnes ont des critères comme « Il ou elle doit être plus grand que moi ». La personne doit avoir un bon sens de l'humour. La personne doit être gentille. La personne doit répondre à toutes sortes d'exigences sur ce qu'elle devrait être. Comme s'il existait une boulangerie qui produisait des partenaires potentiels. D'une certaine manière, on peut personnaliser sa commande, comme lorsqu'on commande chez Starbucks. Vous savez, un peu plus de crème sur le dessus est foncé, mais pas amer. Est-ce vraiment ainsi qu'on choisit un partenaire? Quelle est la question que nous devrions nous poser? Parce que tout le monde sait clairement avec qui il veut se marier, mais il y a une partie qui manque. Et ce que nous avons fait en sortant avec quelqu'un, c'est que nous sommes entrés dans une relation, nous y sommes allés et nous avons apprécié la compagnie de cette personne en particulier. Et il semble que la prochaine étape logique dans la relation soit le mariage. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a quelque chose qui manque dès le départ, et qu'est-ce que c'est? La compréhension de soi est l'ultime objectif. Oui. Mais relativisons un peu. Donc, le moi ultime, ouais. Que voulons-nous vraiment de cette relation? Il y a une question avant cela. Objectivité. D'accord. Compatibilité. Compatibilité. D'accord. Joanne, que suis-je prêt à donner? Que suis-je prêt à donner? D'accord. Cela viendra un peu plus tard. La première question. Suis-je prêt pour le mariage? Pièce jointe. Pièce jointe. La première question est si simple. Dois-je me marier? Ai-je besoin de ça? C'est toujours négatif. La première question est qu'est-ce que je désire dans la vie? Que désirez-je dans la vie? Pouvez-vous imaginer la vie que vous souhaitez? Et si cela n'est pas clair pour vous, comment commencer à ajouter des éléments qui peuvent compliquer la vie ou au contraire la simplifier? Mais tant que vous n'êtes pas clair sur la vie que vous souhaitez, comment pouvez-vous y intégrer une autre personne? Donc, la première chose, c'est que si nous réfléchissons objectivement, nous ne suivons pas ici un instinct grégaire. Nous prenons du recul et nous pouvons appliquer cette logique et cette réflexion à chaque décision. Mais le mariage est un excellent exemple parce que personne ne s'y applique vraiment. Au maximum, nous nous laissons guider par l'émotion. Nous tombons amoureux et ensuite nous n'avons pas réfléchi. Donc la question de la compatibilité ne se pose même pas. Il n'est pas question de quoi que ce soit, de ce que vous voulez réellement. Il n'est pas question non plus de ce que l'autre personne veut. Et puis quand vous commencez à comprendre ce que vous voulez, vous êtes déjà marié. Vos choix sont limités. Et si vous voulez des choses différentes, des erreurs fondamentales qui mènent à des différences irréconciliables, vous voulez des choses différentes. Mais cela aurait pu être évité si chaque membre, en commençant par nous-mêmes, s'était posé la question « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» D'accord? Maintenant que vous savez ce que vous voulez dans la vie, cela prend déjà du temps. Et c'est pourquoi ce sujet, le Vedanta,
est si utile à recevoir jeune car il nous permet de commencer à réfléchir à ces grandes questions de la vie. Cela nous fait gagner tellement de temps parce que cela nous apporte de la clarté. D'accord, ce que je veux dans la vie. Très bien, je veux ce type de mode de vie. Je veux ce type de carrière, ce type de travail. Ai-je besoin d'un partenaire pour ce mode de vie? C'est la deuxième question. Maintenant, avec l'instinct grégaire, nous avons déjà pris cela pour acquis. Il te faut te marier. Mais nous n'avons pas remis en question. Ai-je besoin d'un partenaire? Pourquoi ai-je besoin d'un partenaire? C'est tout aussi important. Ai-je besoin d'un partenaire? Maintenant, supposons que tu te dises « Non, je n'ai pas besoin d'un partenaire à ce moment-là ». Tu peux arrêter l'analyse concernant le mariage. Parce que le mariage implique du temps, des efforts, des relations de façon positive, mais aussi une compréhension des ressources qu'on y consacre. Maintenant, si tu n'as pas besoin de cela, pourquoi t'engagerais-tu dans quelque chose où tu dois investir des ressources dans quelque chose dont tu n'as pas besoin? C'est toute l'idée de l'importance de la chose. Supposons que tu dises « Oui, j'ai besoin d'un partenaire ». Quelle est la question suivante? La logique et la clarté dans la pensée sont des choses magnifiques parce qu'elles éliminent les zones grises. Elles permettent de clarifier ce que tu veux. Quelle est la question suivante? Oui, j'ai besoin d'un partenaire. La sécurité. La sécurité. D'accord, mais quelle est la question? Les goûts et les dégoûts de chacun. D'accord. Ai-je besoin de me marier pour avoir un partenaire? Ah, d'accord. Nous pensons en dehors des sentiers battus. Ai-je besoin de me marier pour avoir un partenaire? Peut-être pas. Si l'on parle de partenaire de vie, c'est synonyme de mariage. Avons-nous réellement besoin de ce contrat? Pas nécessaire. Mais imaginons que nous choisissions un partenaire de vie. De quoi ai-je besoin de ce partenaire? Excellent. De quoi ai-je besoin? À quoi me servirait un partenaire? Et ainsi, pouvez-vous répondre à cette question? Non. Bon, voilà l'analyse pour l'instant, n'est-ce pas? La question est, pourquoi ai-je besoin d'un partenaire? Pourquoi dois-je me marier? Et l'auteur de l'ouvrage intitulé La chute de l'intellect humain détaille 6 raisons pour lesquelles une personne pourrait être amenée à explorer mariage, et cela l'a placé dans une hiérarchie des besoins. Et vous pouvez décider, car certaines raisons ne sont peut-être pas si convaincantes. Certaines raisons sont très convaincantes. Peut-être êtes-vous libre de toute contrainte et dans ce cas, une telle personne n'aurait pas besoin de se marier. Mais c'est une étude fascinante. Voyons voir, comparons. Ce à quoi je pensais, c'est à ceux d'entre vous qui se sont mariés il y a peut-être quelques années. Il y a des décennies. Quelles étaient vos motivations? Est-ce que cela ressemblait à ça? Mais aussi, pour ceux d'entre vous qui envisagent le mariage, quelle a été votre analyse jusqu'à présent? Et regardons l'analyse qui va suivre. Les 6 raisons de se marier sont la progéniture. La progéniture signifie les enfants. Je veux mon propre mini-moi. Comme ce serait merveilleux d'avoir des mini-débis qui courent partout dans le monde, des mini-smithas qui courent simplement partout dans le monde. Et c'est cette idée de l'héritage, de la transmission. Vous voulez que votre nom continue, vous le souhaitez. C'est en fait une forme de désir d'immortalité. Cela se transmet comme si à travers eux, nous pouvions vivre. Cela n'a pas vraiment de sens, mais l'idée est celle-ci. Les enfants. Donc, le mariage serait utile parce que vous avez besoin d'un partenaire non seulement pour s'occuper des enfants ensemble, coparentés, mais aussi pour en avoir. Nous avons besoin d'un partenaire pour avoir un enfant. Bien sûr, il existe aujourd'hui toutes sortes d'interventions modernes où cela n'est plus nécessaire. Donc, certaines personnes choisissent d'être parents et d'amener un enfant dans ce monde seul.
Donc ce n'est peut-être pas toujours le cas, mais c'est un facteur important à prendre en compte pour envisager le mariage. Le deuxième est intéressant. Psychologique. C'est la possessivité. Avoir ma propre personne, pouvoir dire que cette personne m'appartient, c'est une idée tellement puissante. Ma femme, mon mari, et rien que d'y penser, cela amuse une personne. Cela procure à cette personne une telle sensation qu'une personne t'appartienne. Mais l'autre aspect de cela, c'est que si vous choisissez la possessivité, est-ce que l'autre personne est d'accord pour être possédée? Est-ce que l'autre personne accepte de se laisser revendiquer comme étant possédée? Maintenant, si la possessivité est très forte, elle devient étouffante. Mais certaines personnes apprécient aussi l'attention, le soin que la possessivité apporte. Donc, il faut regarder la possessivité. La suivante, c'est la compagnie. Et celle-ci est très répandue. Dans notre monde actuel où, à cause de la distraction constante et omniprésente de nos divers appareils numériques, parce que les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, égoïstes. Il y a beaucoup de solitude. Donc, la compagnie, c'est chercher quelqu'un avec qui partager sa journée, quelqu'un avec qui partager ses difficultés, ses objectifs de vie. Et la compagnie est un besoin puissant parce que c'est quelque chose dans lequel on investit et dont on récolte les bénéfices en vieillissant, en traversant les expériences de la vie. Donc, la compagnie, c'est avoir quelqu'un à qui parler. Nous avons donc couvert 3 raisons jusqu'à présent. La quatrième, c'est le sexe, l'intimité. Avoir une relation physique et pas seulement physique. Cela implique tous les sens, mais il y a une connexion émotionnelle profonde, peut-être même intellectuelle. Et de là, cette expression. Mais le sexe en soi, cette pulsion, avez-vous besoin d'un partenaire pour cela? Oui, il vous faut un partenaire pour cette pulsion, mais avez-vous besoin d'épouser cette personne? Maintenant, certains pourraient dire, si l'on analyse, le temps qu'il faut pour rencontrer quelqu'un, pour le laisser entrer dans son espace, et j'ai d'autres aspects, d'autres raisons de me marier. Il n'est pas logique d'être célibataire. Je veux quelqu'un avec qui je puisse profiter de cette expérience sans avoir à sortir tout le temps, à divertir, à choyer, à dépenser. Je veux quelque chose que je puisse construire avec quelqu'un. Par conséquent, nous devons donc aussi analyser très attentivement la question suivante. Quel est précisément le besoin physique réel et concret de cette situation? Ainsi, par exemple, les gens se répartissent en différentes catégories de fréquence de l'envie du besoin. Donc, si l'envie n'est pas là, s'il n'y a tout simplement aucune sensation, elle ne se manifeste pas. Peu importe si Monsieur Univers, Madame l'Univers est devant vous, ou plutôt Monsieur Miss Univers est devant vous, il n'y a pas de sentiment. C'est impuissant. Mais ce désir sexuel est une pulsion naturelle. Elle est là, comme la faim. Donc, elle se manifeste régulièrement parce qu'elle est en nous. Mais supposons qu'elle ne soit pas là, vous n'avez pas besoin du sexe comme raison pour vous marier. Ensuite, il y a le passif. Maintenant, le passif est un stade où l'envie ne vient pas d'elle-même. Mais lorsqu'elle est provoquée, vous voyez une belle personne. Vous êtes en contact avec cette personne. Alors, elle est provoquée. C'est donc le passif. Un actif, c'est par lui-même, tout comme la faim, cela vient tout seul. Promiscuous est l'autre extrême. Nous sommes impuissants, il n'y a aucune envie. Promiscuous, c'est lorsque cette envie est incontrôlable. Et pour ce type de personne, il faudrait de nombreux partenaires pour satisfaire ce besoin en eux. Donc, pour quelqu'un qui cherche un mariage conventionnel avec un seul partenaire,
et qui cherche le sexe, s'il est du côté promiscuous, ce n'est pas une bonne combinaison à cause des complications qui surviendront dans cette relation. En ce qui concerne les partenaires multiples, laisser plusieurs partenaires entrer dans votre relation entraînerait également des complications. Dans le même ordre d'idées, une personne impuissante n'a pas besoin de sexe pour le mariage. Mais ceux qui sont du côté le plus actif du passif, ils sont facilement provoqués ou actifs lorsque cela se manifeste régulièrement, pourraient considérer le sexe comme une raison de se marier. Nous avons donc couvert 4 raisons et il nous reste encore 2 raisons à aborder. Et rappelez-vous, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est une façon de pratiquer l'analyse sur la manière dont nous pouvons aborder toute décision. Et 2 autres aspects pratiques où le mariage peut aider. Le prochain est la protection. Le fait que vous soyez marié, peut-être, et je dis cela parce que la société change tellement, le fait d'être marié au moins fait naître cette idée chez les autres. Je ne vais pas poursuivre cette personne, elle est mariée. Le fait qu'il porte une alliance, ou en Inde, le Mangal Sutra, c'est votre protection. En fait, si vous portez ce genre de signe, selon la culture, on vous traite différemment. Vous n'êtes pas célibataire. Vous n'êtes pas disponible. Donc, rien que cela, la façon dont une personne peut vous regarder, la façon dont elle peut vous aborder, son comportement change. Donc, pour quelqu'un qui ne veut tout simplement pas être importuné, le fait d'être marié, le fait d'être avec quelqu'un, ou même simplement prétendre être avec quelqu'un, éloigne simplement les autres de vous aborder. Cela peut donc être un facteur de protection, et cela peut aussi être physique. Donc, quelqu'un qui est là non seulement pour vous protéger des avances, mais aussi parce qu'il y a une autre personne présente. Vous n'êtes pas ciblé parce que vous êtes seul. Et le dernier point, c'est la sécurité. Et la sécurité peut être financière. Elle peut aussi être physique. Donc, la sécurité financière, c'est avoir les finances d'une autre personne ou sa contribution financière pour vous soutenir. En cas de période difficile, de moments compliqués, une personne de plus pour contribuer au foyer. Mais l'autre aspect, c'est que même sur le plan de la santé, vieillir n'est pas facile. Être seul n'est pas facile. Et quand vous pensez à une maladie grave ou imprévue, qui peut survenir à n'importe quel moment de votre existence et à tout âge, qui sera réellement la personne présente à vos côtés pour vous soutenir? C'est cela, la sécurité. Lorsque nous étions encore au lycée, nous avions l'habitude d'avoir un professeur d'anglais qui était un véritable touche-à-tout. Il entraînait aussi l'équipe première de cricket. Il était également metteur en scène. Il produisait et mettait en scène nos pièces de théâtre scolaires. C'était une personne inspirante. Professeur d'anglais, la façon dont il récitait la poésie ressort peut-être encore à travers moi aujourd'hui. Et au lycée, nous avons appris que ce jeune homme, extrêmement bien bâti et séduisant, est décédé. Et il était diabétique, non pas à cause d'une mauvaise santé, mais c'était génétique. Et il s'est évanoui sur le sol de sa salle de bain. Mais comme il vivait seul, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Il n'y avait personne pour prendre de ses nouvelles. Et malheureusement, cela s'est produit pendant le week-end. Nous l'aurions remarqué si cela avait été un jour de semaine, car il ne serait pas venu à l'école. Et quand quelqu'un est allé voir lundi soir, ils l'ont trouvé. Rien que de penser que s'il avait eu un partenaire, s'il y avait eu quelqu'un dans sa vie, un être humain aussi merveilleux serait encore là. Et c'est ça, la sécurité aujourd'hui, si on y réfléchit, et c'est là qu'il faut examiner les différentes raisons. Avez-vous vraiment besoin d'un partenaire pour la sécurité? Non, vous pourriez avoir du personnel.
Avez-vous vraiment besoin d'un partenaire pour les finances? Vous pourriez dire, écoutez, je vais gérer mes finances d'une certaine manière. Je n'ai pas besoin de dépendre d'une autre personne. En ai-je besoin pour le sexe? Ça dépend de vous. Combien de temps voulez-vous investir dans cette quête? Cela pourrait être la compagnie pour avoir ce type de relation. Maintenant, chacun de nous doit analyser quels sont nos besoins. Avons-nous fait cette analyse avant le mariage? Avons-nous eu cette conversation? Si vous prenez quelque chose comme avoir des enfants, une descendance, c'est un point non négociable. Et si vous n'en avez pas discuté avant le mariage, et puis les gens se marient, et quelques années plus tard, ils commencent à se regarder et c'est comme « Qu'en penses-tu? » Pensez à quoi? Avoir un enfant? Absolument pas. Oh, moi je veux une grande famille. J'en veux 3. Alors, comment faire un compromis? Quel est le compromis dans ce cas? Et certaines personnes le font. D'accord? On aura un enfant et ils disent « D'accord, non, un enfant? Non, l'enfant s'ennuie. Prenons-en un de rechange. » S'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, nous en avons un de rechange. Et on ne peut pas faire de compromis quand une personne ne veut pas d'enfant et que l'autre en veut. Ce que je veux dire, c'est que nous aurions pu sauver ce couple, que nous analysons ce genre de dilemme s'il avait été discuté au préalable. Cela ne signifie pas pour autant que le mariage doit être un entretien où l'on demande à l'autre personne « Que veux-tu dans la vie? Que veux-je dans la vie? » Oui, nous avons cette idée qu'il devrait y avoir un amour totalement romantique. Écoutez, la romance est une chose merveilleuse. La chimie, c'est formidable, surtout si l'on considère le sexe comme la raison de cette chimie. Mais cela seul, comme fondement de votre relation, ne durera pas longtemps à moins qu'il n'y ait une complémentarité avec ce que vous voulez dans la vie. Et si nous n'avons pas pris le temps de décider ce que nous voulons dans la vie, peut-on blâmer une autre personne lorsque nous découvrons ce que nous voulons? Nous sommes déjà mariés avec elle et lorsque nous lui faisons part de nos envies, ce n'est pas ce qu'elle souhaite. La situation idéale, c'est de réaliser « Écoutez, je cherche de la compagnie. » Alors, il faut trouver quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. Maintenant, si vous cherchez de la compagnie et que vous épousez quelqu'un de muet, qui n'est pas expressif, qui ne parle pas, c'est une erreur. Stationnement. C'est l'instinct grégaire. Et combien nous aurions pu nous éviter des ennuis ou donner à notre relation existante une meilleure base si nous nous étions posé ces questions, si nous avions eu cette conscience de nous-mêmes, mais aussi si nous étions allés de l'avant en sachant ce que le partenaire attend. Souvent, dans les relations où cet exercice n'a pas été fait, je dirais que même aujourd'hui, une relation peut avoir 20 ans. Faites table rase. Réévaluez. Pourquoi voulez-vous rester marié? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous savez ce que je recherche? Parce qu'il est important d'en discuter pour la suite. Mais ce que nous faisons, c'est simplement suivre le troupeau. Et ce qu'un couple pourrait vivre et retirer du mariage, il n'en tire pas toute la valeur à cause du manque de clarté. Il y a un mot en sanskrit, c'est mahat. Et littéralement, mahat signifie grand ou vaste. Mais dans le contexte, cela peut aussi signifier l'influence de l'environnement. Et mahat est cette influence qui vient de votre environnement, de votre entourage, de l'environnement du pays, dans lequel vous êtes, l'environnement de la culture. Et c'est là que l'instinct grégaire entre en jeu. Vous pouvez avoir un instinct grégaire négatif et nous appelons cela duzang. Donc vous êtes en compagnie de personnes qui ne réfléchissent pas. Donc cela signifie entretenir de mauvaises relations avec les gens sans valeur familiale. On appelle cela une compagnie nuisible. Et au sens ultime, du ou le mal signifie cela vous éloigne du bonheur, vous éloigne de la réalisation de soi, vous éloigne de votre développement en tant qu'individu.
Sang signifie compagnie, n'est-ce pas? Donc, c'est une compagnie nuisible. Mais l'autre aspect, c'est le satsang. Vous choisissez donc un mahat, une influence environnementale qui est positive. Vous choisissez la compagnie de ceux qui soutiennent votre croissance, votre vérité, votre évolution. Et c'est ce que nous pouvons commencer à concevoir. Nous pouvons commencer à façonner notre influence environnementale, d'abord en choisissant un partenaire qui va dans la même direction, qui cherche aussi l'évolution, qui cherche à vous aider à évoluer tout comme vous l'aidez à évoluer. Mais aussi l'environnement qui vous entoure, le type de musique que vous écoutez, le pays dans lequel vous vivez, les valeurs que vous adoptez, la communauté qui vous entoure. Cela, je dirais, est une forme de satsang. Regardez, nous sommes 60 à nous réunir chaque semaine pour discuter. Nous avons des centaines d'autres personnes qui écoutent sur Spotify et YouTube. Vous vous construisez avec de bonnes informations, de bonnes vibrations qui soutiennent votre vérité. Mais voici le point important. C'est vous qui le choisissez. Nous comprenons, et c'est là le pouvoir de la conscience de soi, le pouvoir de comprendre notre propre esprit. L'esprit est sensible à l'influence. Et il continuera d'être sensible à l'influence. Donc nous comprenons cela à propos de l'esprit. Jusqu'à ce que nous développions l'intellect au point qu'il devienne si fort qu'il soit isolé de l'influence. En fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est vous qui influencez l'environnement dans lequel vous êtes. Alors souvenez-vous de cela. L'esprit est toujours sensible à l'influence extérieure jusqu'à ce que l'intellect devienne assez fort pour s'isoler et même influencer le monde. Vous n'êtes pas affecté par le monde. Rien dans le monde ne vous stresse. Aucune personne dans le monde ne peut vous contrarier, ne peut vous agiter. En fait, vous apportez de la joie au monde. Mais il y a une longue période intermédiaire. Et pendant cette période intermédiaire, avant que notre intellect ne devienne assez fort pour gérer les influences extérieures, essayons de choisir le meilleur troupeau. Essayons de choisir le groupe le plus positif, parce que cet esprit, il se laisse influencer avec la conscience de soi. Nous pouvons rester vigilants face à cette influence. Et lorsque nous nous trouvons influencés ou suggérés par cette puissante influence, nous pouvons, comme nous l'avons fait la semaine dernière, mettre cette influence de côté. Et il y a cette pression pour que je te marie de la part de mes parents, de la société. Accrochez-vous. Je vais mettre ça de côté et évaluer individuellement si cela me convient. Je dis simplement que le mariage en est un exemple. Nous avons des centaines de croyances, de coutumes, d'idées, d'attentes que nous avons simplement acceptées. Pourquoi? Instinct grégaire. Pourquoi manges-tu de cette façon? Souvent, les gens me demandent, Siddharth, pourquoi es-tu végane? Pourquoi? Pourquoi pose-t-il cette question? Parce que ce n'est pas conventionnel. Et la question que je leur pose les surprend parce que je leur demande « Pourquoi ne l'êtes-vous pas ?» Parce que la raison pour laquelle vous avez décidé que ne pas être végane est normal, c'est simplement parce que vous suivez le troupeau culturel auquel vous appartenez. L'avez-vous examiné de façon indépendante et ensuite choisi? C'est une autre histoire. Donc, si vous avez des raisons derrière ce choix, alors vous avez choisi. Vous avez choisi en étant informé avec objectivité. Mais si vous l'avez fait simplement parce que la génération précédente le fait ou l'a fait ou parce que ceux qui vous entourent le font, ce n'est pas une raison. Et c'est pour cela que vous fluctuez. Il n'y a aucune conviction dans ce que vous faites. Il y a une citation d'Erich Fromm. Il dit que la plupart des gens ne sont pas vraiment libres. C'est un psychologue et philosophe allemand.
Il dit que la plupart des gens ne sont pas vraiment libres. Ils vivent dans la peur constante de sortir du moule parce qu'ils ont perdu la capacité d'être seuls avec eux-mêmes et de penser de façon indépendante. Maintenant, nous ne disons pas de rejeter le troupeau. Nous ne sommes peut-être pas prêts pour cela. Nous disons examiner les croyances que nous avons adoptées. Examinez les attentes que la société nous a imposées. Quel genre d'épouse vous devriez être? Quel genre de mari vous devriez être? Quel genre de sœur, vous savez, quel genre d'enfant, quel genre de parent vous devriez être? Examinez cela par vous-même et décidez dans l'autre sens. Quel genre de partenaire voulez-vous être? Quel genre de parent voulez-vous être? Quel genre d'enfant voulez-vous être? Et voyez la différence. Examinons aussi les attentes que nous projetons sur le monde et sur les autres. Car peut-être sommes-nous aussi conditionnés par le troupeau. Nous nous attendons donc à des choses auxquelles nous ne devrions peut-être pas nous attendre en raison de notre éducation culturelle. Nous attendons du partenaire qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Y a-t-il eu une conversation? Non, mais c'est comme ça que mes parents faisaient. Donc, mais c'est ainsi que j'ai été élevé. Donc, la séance d'aujourd'hui est importante car elle concerne chacun d'entre nous. Consciemment ou inconsciemment, en sont affectés. C'est une tendance de l'esprit d'être influencé par le troupeau. C'est là. Que pouvons-nous y faire? Prenez le temps de faire un inventaire complet de chacune de nos croyances profondes, de toutes nos idéologies personnelles, et soumettez-les ensuite rigoureusement au filtre de l'intellect. Si elles résistent à l'épreuve de la vérité, si elles résistent à l'épreuve de la vie que vous souhaitez, gardez-les. Mais si vous constatez que cette coutume, ce rituel, cette tradition, cette imposition ne vous convient pas, pourquoi la portez-vous? Ce n'est qu'un fardeau qui vous ralentit dans la vie. Débarrassez-vous-en et ressentez la légèreté de ne pas suivre le troupeau. Merci à tous. C'est en fait une section très courte dans le livre. Je pensais que nous allions la parcourir très rapidement. Donc, désolé de ne pas avoir de temps pour les questions et réponses, mais gardez-le en tête. Je laisserai certainement un peu de temps lors de la prochaine session. Donc, toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser lors de la prochaine session ou à les poster dans le groupe ou à Venantan. Merci à tous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine.